Bien, donc nous continuons dans la présentation d'échanges d'expériences. Donc je vais donner la parole à Hélène Leclerc pour le concours des écrits pour la fraternité. Et toutes les interventions sont accompagnées par des petites vidéos et un PowerPoint qui vous explique un petit peu tout ce qui a été fait. J'insiste sur le fait que ce sont des exemples, et qui ne demandent qu'à être développés, mutualisés. Et on souhaitait par cette présentation inciter tous les ligueurs qui ne se sont pas encore lancés à se lancer dans les différentes actions auprès de la jeunesse, en milieu scolaire ou hors milieu scolaire, parce que je rappelle que quand même c'est la préparation des citoyens de demain. Je donne la parole à Hélène. Bien, alors vous connaissez tous le concours des écrits pour la fraternité qui est organisé depuis 1991 par notre association. Ce concours s'adresse à tous les élèves de France, de tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, qu'ils soient généralistes ou professionnels. Il s'adresse également aux élèves des établissements spécialisés. Le public s'est élargi récemment puisque le concours concerne également les jeunes des structures périscolaires. Le but de ce concours est de sensibiliser la jeunesse au thème majeur des droits de l'homme. Alors pour n'en citer que quelques-uns, le sujet par exemple qui avait été proposé en 2007, c'était l'eau, l'air, la terre, nos biens communs. Celui proposé en 2015, c'était on ne naît pas citoyen, on le devient. L'an passé, le thème de la fraternité a fait résonance à l'accueil des réfugiés. Et il a touché beaucoup de jeunes, puisque 4500 jeunes, l'année dernière, ont participé au concours. Cette année, dans le cadre des 70 ans de la DUDH, le sujet portait sur le combat pour l'égalité. Sur l'égalité, avec une phrase d'une chanson du groupe Zebda, l'égalité, mes frères, n'existe que dans les rêves, mais nous n'abdiquons pas pour autant. Alors ce concours nous permet de contribuer à la formation de la jeunesse, aux droits de l'homme, et aussi il justifie notre agrément éducation nationale. Alors bien sûr, nous n'intervenons pas dans les établissements scolaires que pour cette raison-là. Nous intervenons également à d'autres occasions, par exemple contre les discriminations ou pour la laïcité. Mais ce concours est une occasion de nous inscrire durablement dans les projets des établissements et d'assurer en quelque sorte une présence ritualisée. Le concours des écrits de la fraternité peut aussi être un déclencheur. Alors nous avons des témoignages de profs qui ont découvert le concours par hasard et qui y sont maintenant accros. Car pour eux, c'est un champ d'exploration qui leur paraît essentiel dans la formation du citoyen. Nous avons le témoignage, par exemple, d'une fillette de 6e qui a écrit son texte toute seule et qui le propose à sa prof et à ses parents, très étonnés d'une telle maturité. Ce que je veux dire par là, c'est que le concours, ça peut être une éclosion. C'est une ouverture sur le monde. C'est une entrée dans la citoyenneté. Et il me semble que c'est cette dynamique qui est l'aspect le plus important du concours. Alors, le concours n'est pas un devoir à faire. Il laisse une grande liberté dans la manière de traiter le sujet. Et peu importe finalement si on est exactement dans le sujet. Le plus important, c'est de s'être intéressé, seul ou ensemble, à un sujet lié aux droits de l'homme et de l'avoir porté. Il est à noter aussi que le concours a évolué dans sa forme. Certes, il s'appelle toujours le concours des écrits pour la fraternité, mais d'autres formes d'expression sont possibles. Des productions vidéo, audio, numériques, graphiques, artistiques. En fait, toutes les formes d'expression sont possibles. Alors maintenant, comment ce concours est-il organisé au niveau national ?
Il y a déjà le choix du thème qui se fait avant le mois de juin. Alors par exemple, je peux déjà vous dire que pour l'an prochain, ça sera le thème de la liberté, suite à la fraternité que nous avions l'année d'avant et à l'égalité que nous avions cette année. Hein. Ça nous fera donc fraternité, égalité, liberté. Voilà. Ensuite vient le choix du déclencheur, ce que j'appelle le déclencheur, c'est-à-dire le support de réflexion. Par exemple, pour cette année, c'était la phrase du groupe Zebda. Alors, c'est un choix très difficile, parce que ce support, il doit porter le thème de la maternelle jusqu'au lycée. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir être compris par tous. Et sincèrement, c'est pas simple à trouver, quoi. En ce moment, on travaille sur le support, sur le sujet de la liberté. Alors ensuite, maintenant, comment mettre en œuvre le concours au niveau local? Ce concours repose clairement sur le travail des sections. Là-dessus, c'est indéniable. Organiser le concours représente la première année un certain investissement en temps et en énergie. Alors, énergie pourquoi? Il faut déjà mobiliser les équipes pédagogiques, il faut mobiliser les jeunes, ainsi que les enseignants, les animateurs. Il faut arriver à constituer au fil des ans un réseau de parents, d'enseignants, éventuellement d'élus, de militants associatifs. L'exemple qui a été donné hier ici par les Landes, oui, dans le cadre de CQFD est assez parlant, significatif justement de cette possibilité d'utiliser les écrits pour travailler les relations avec les parents. Les sections doivent aussi bien sûr communiquer, promouvoir ce concours au moment du lancement, le suivre, mais aussi valoriser les productions. Et ça se fait souvent au moment de la cérémonie de remise des prix. Tout cela, c'est du travail, c'est sûr, mais tout cela, ça contribue au rayonnement de la LDH dans son rôle de référence des droits de l'homme. Alors, les sections qui voudraient se lancer, qui ne le font pas encore, qui voudraient se lancer dans l'organisation de ce concours, ont à leur disposition un vademecum qui est très bien fait, qui donne des pistes et qui accompagne clairement au cours de la première année. Et maintenant, si vous voulez vous donner aussi une idée du concours et éventuellement pour avoir plus envie de l'organiser, vous pouvez participer à la cérémonie de remise des prix, la cérémonie nationale, qui aura lieu le 22 juin dans le grand amphithéâtre de la MGEN à Paris. Voilà, ça sera un grand moment. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène. Donc là maintenant je vais passer la parole à Sophie Chaton pour un autre dispositif qui s'appelle la LDH en résidence. Et ça me donne l'occasion de rendre hommage et de remercier beaucoup celui qui n'est pas là au congrès, qui est à l'initiative de cette démarche, qui est très malade. Et je tenais au nom du congrès à ce que lui soit transmis notre soutien, notre admiration pour tout ce qu'il a initié. Et c'est vraiment le type d'expérience qui ne demande qu'à être dupliqué dans d'autres régions. Alors il s'agit de François Dumas, c'est une expérience absolument extraordinaire. Et pour ceux qui ont le temps d'aller voir un petit peu sur la Dropbox, on a mis des liens vidéo, de témoignages, etc. Je donne la parole à Sophie Chaton. Merci Martine. Et effectivement, on ne peut pas parler de la LDH en résidence sans avoir une pensée pour François Dumas, qui a lancé ce modèle d'intervention scolaire avec Isabelle Boucher. Ils en ont eu envie déjà, ce qui était le plus important au départ. Ils ont eu l'énergie aussi pour lancer la machine, pour entraîner avec eux beaucoup de militants
qui avaient parfois un petit peu peur d'aller intervenir face à des élèves, qui s'y sont mis, qui le font très bien maintenant. Et vraiment, c'est eux qui ont construit ces 5 dernières années la LDH en résidence telle qu'elle existe aujourd'hui, et qui est effectivement un modèle qui peut être, qui est bien pensé, qui est bien mis en pratique par les sections de Toulouse et de Colomiers, et qui est effectivement assez facilement adaptable un petit peu partout et par tout le monde. Donc la LDH en résidence, en quelques mots, c'est d'abord une rencontre en amont avec des enseignants qui ont envie de participer à ce projet, donc à l'intervention par des militants de la LDH. C'est 2 ou 3 intervenants qui interviennent ensemble, on n'intervient jamais seul. C'est 2 heures d'affilée face aux élèves. C'est une salle, puisque c'est la LDH justement en résidence, c'est-à-dire que la LDH s'installe dans le collège ou le lycée pour un temps variable selon qu'elle rencontre une classe, 2 classes, 6 classes. Quelquefois, elle est là pour plusieurs jours. C'est aussi un décor, c'est-à-dire des kakémonos disséminés dans la salle où les élèves sont installés. Un petit peu comme ici, sauf qu'on utilise la plupart du temps des kakémonos avec des dessins qui peuvent aussi provoquer des réactions chez les élèves. C'est pas de la classe. Ils sont mis en îlot pour pouvoir avant tout échanger entre eux. C'est quelque chose d'essentiel. L'idée, c'est vraiment de leur donner la parole et qu'ils puissent discuter entre eux par petits groupes et ensuite en grands groupes. Donc depuis 5 ans, la LDH en résidence a rencontré près de 10 000 élèves sur la Haute-Garonne essentiellement, quelques-uns sur le Tarn-et-Garonne aussi et sur le Gers. C'est des élèves qui vont... Et l'Aveyron aussi, oui, exact. C'est des élèves qui vont du CM1 à la terminale. De moins en moins de primaires, de plus en plus de collèges au fil du temps. On rencontre aussi des lycées professionnels, des CAP, des UPE2A, des SECPA, c'est-à-dire c'est vraiment tous les profils d'élèves et toutes les filières qui sont rencontrés par la LDH en résidence. Donc voilà, la LDH en résidence a commencé doucement, forcément, avec quelques classes par connaissance pour l'essentiel. Le projet a pris un essor plus fort à partir de 2015 et des attentats de Charlie Hebdo qui ont confirmé la nécessité de donner un espace d'expression aux élèves sur les questions de laïcité, de violence, de différence, de religion, sur toutes les questions qui étaient peut-être plus difficiles à exprimer dans le cadre de la classe et sur lesquelles la LDH pouvait vraiment apporter quelque chose et un espace de parole. Donc depuis 2015, on tourne assez régulièrement à 2000 élèves par an. De plus en plus de collèges, un petit peu moins de lycées et un petit peu moins de primaires avec le temps. Et depuis 2 ans, nous avons également 2 services civiques chaque année qui nous accompagnent dans cette aventure. C'est une nouveauté, c'est très utile, puisqu'ils travaillent vraiment avec les équipes qui interviennent dans les écoles et font un super travail à nos côtés. Il y a le temps militant aussi sur ces actions. C'est un investissement énorme en temps, puisqu'il y a une vingtaine de militants qui se sont engagés dans l'aventure sur les 5 ans. Et chiffré sur un an, à titre d'exemple, ça a pu représenter 1160 heures, en incluant les services civiques sur l'année dernière. Donc en fait, c'est pratiquement un groupe d'activités sur Toulouse-Colomiers qui fait du plein temps de novembre à mai. Là, ça commence à se calmer un petit peu maintenant. Alors, pourquoi de plus en plus de collèges? Puisque je disais qu'il y avait de plus en plus de collèges, c'est aussi parce qu'on a adhéré à un partenariat avec le conseil départemental depuis 2016, qui propose le parcours laïque et citoyen, qui est
un catalogue d'associations et d'interventions proposées par les associations dans les collèges, qui était au départ pour les classes de 4e, 3e et qui s'est étendu au 6e, 5e depuis peu. Et bien sûr, l'intérêt aussi d'entrer dans ce genre de partenariat, c'est que ça nous permet d'avoir une subvention du conseil départemental assez conséquente et qui permet aussi de fonctionner, de financer les déplacements et le matériel dont on a besoin aussi pour fonctionner en photocopie et équipement de communication. À dérouler en 9 points, qui est un petit peu le type de façon de mener la LDH en résidence, qui est après, bien sûr, adaptable à la façon de faire de chacun, mais les points quand même qui sont très importants, c'est toujours que la demande vienne des professeurs, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer passer uniquement par les proviseurs qui l'imposeraient à leurs équipes, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une envie aussi bien de la part du professeur de la classe que de l'équipe. Il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait un projet commun. Il faut que lors de cette rencontre qui se fait avec le professeur, il y ait une connaissance de la classe, qu'il y ait eu un échange qui permette de savoir quelles sont les particularités de la classe, quels sont éventuellement les problèmes et quelles sont les thématiques du coup qui peuvent être abordées pour améliorer ces situations ou ces problèmes ou ces tensions dans la classe. Il y a toujours un petit temps de présentation de la Ligue des droits de l'homme qui dure 10-15 minutes, qui est fait par un des militants. Et ensuite, une feuille avec une question est donnée à chaque groupe. Donc les enfants sont mis en îlot un petit peu partout donc, dans la classe. Ils ont chacun une question différente. Voilà. Une question peut être doublée quelquefois, mais ça s'organise vraiment en fonction du projet qui est décidé avec le prof de la classe. Il y a une liste de thèmes qui a été faite, qui permet d'engager le projet auprès des équipes enseignantes. C'est une liste qui s'est étoffée avec le temps, avec par exemple la question des migrants qui est intervenue plus récemment, qui n'était pas forcément présente au début. Et ces thèmes, c'est donc une liste qui peut toujours évoluer, sont ensuite déclinés en questions. Les questions qui elles-mêmes sont adaptées à l'âge, déclinées en fonction, pareil, des particularités de la classe. C'est évidemment pas les mêmes questions pour des élèves de 6e que pour des élèves de terminale, même si le fond est le même, ça peut être formulé différemment. Alors, juste à titre d'exemple, parce que donner les questions n'aurait aucun sens, elles sont réadaptées en permanence, justement, à partir des discussions avec les profs. Juste à titre d'exemple, voilà, sur le thème de la discrimination et du vivre ensemble, il y a une quinzaine de questions qui sont listées pour qu'on sache par quoi démarrer. Et ensuite, on peut toujours repartir sur d'autres questions, rebondir. Et quand on organise la distribution des feuilles avec les questions dans la classe, ces questions sont organisées entre elles aussi, avec une première question toujours assez générale, d'autres questions qui vont aborder des points un petit peu plus précis sur le même thème. Et en général, la dernière question permet d'arriver à la conclusion. Donc c'est organisé pour qu'ensuite le débat s'installe du mieux possible. Et en général, ça marche. On va passer maintenant aux outils. Donc là, on va avoir des diapos colorés. Puisque nous avons fait faire toute une série de kakémonos avec des dessins qui ont été réalisés par un dessinateur de la région toulousaine, Jean-Benoît Maybec, qui nous a fait des dessins thématiques qui ont pour fonction essentiellement de faire réfléchir, de faire réagir. Parfois ils plaisent pas, mais en tout cas ils font réagir. Et en plus, ils mettent vraiment de la couleur et ils situent vraiment l'espace de la LDH en résidence quand on est sur le terrain. Donc il y a une dizaine de modèles actuellement. Ce sont des dessins dont on a acquis les droits, donc qui sont à disposition pour tous ceux qui le souhaitent. Voilà, donc on continue. Ces mêmes dessins ont été aussi faits sous forme de marque-page.
c'est un outil très utile, ça, parce qu'on les fait en grande quantité. Il y a au dos des marque-pages un article de la Déclaration des droits de l'homme ou de la DUDH. C'est pratique, c'est facile à emporter, on s'en sert lors de la LDH en résidence pour laisser une petite trace aux élèves, et on s'en sert aussi d'ailleurs ailleurs sur les stands. Voilà. Ça coûte moins de 9 centimes le marque-page, donc c'est vraiment pas cher à faire. Et c'est pareil, donc il y a les droits, c'est utilisable par tout le monde. Les séances de la LDH en résidence se terminent toujours par un questionnaire qui est distribué, qui est donné aux enseignants, qui donc peuvent faire remplir aux élèves une petite évaluation pour savoir comment ils ont perçu la LDH, ce qu'ils ont perçu du fait de pouvoir débattre entre eux, comment ils ont réinvesti ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu apprendre, est-ce que leur avis a bougé. Voilà, et c'est une petite évaluation qui est constante sur les 5 ans, qui donne à peu près toujours les mêmes choses. Donc globalement, ils trouvent positif de débattre. Par contre, c'est des ados, donc la plupart du temps, ils ne s'en servent pas, ils n'en parlent pas à leurs parents, ils ne reparlent pas avec leurs professeurs, mais ça c'est normal. Ils en reparlent parfois un petit peu entre eux quand même. Voilà, ça ce sont des productions juste pour montrer un petit peu ce que peut donner une production faite par des groupes de 4 élèves en 20 minutes. Ça peut être aussi bien, quelquefois pas grand-chose, quelquefois c'est à l'oral que ça vient dans le débat, quelquefois il y a des dessins, quelquefois il y a la feuille qui est remplie des 2 côtés, ça peut être très variable. Évidemment, l'orthographe, on ne s'en occupe pas. Si vous regardez les feuilles en détail, vous verrez que bon, mais c'était pas le but. Et voilà, donc c'est très variable. Et en tout cas, les élèves produisent toujours quelque chose et échangent toujours entre eux, et c'est vraiment l'essentiel. Pour finir, tout ce que j'ai dit là et tous les outils de communication qui ont été créés et qui sont donc utilisables par tout le monde sont à disposition sur le site de la LDH en résidence, que vous pouvez trouver juste en tapant LDH en résidence sur un moteur de recherche. Sinon, vous avez l'adresse en haut de la vignette. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez tout ce que je viens de dire qui est récapitulé en beaucoup plus complet. Vous avez tous les dessins aussi qui sont là. Et il y a pas mal de vidéos. Celle que je vous ai montrée était une vidéo très courte. Il y a des vidéos un petit peu plus longues et qui se passent dans d'autres contextes. Donc n'hésitez pas à les voir et à vous en servir surtout pour éventuellement contacter, commander des kakémonos, commander les outils pour vous lancer. Tout est sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sophie. Je précise que la section de Toulouse-Ouest Colomiers souhaitait pouvoir accueillir des militants qui avaient envie dans des régions de se lancer, de venir voir et participer pour pouvoir éventuellement créer ce type de dispositif dans leur région. Parce que justement, comme dit Jean-François, on héberge. Hein, et donc c'est quand même quelque chose d'important parce que je connais des ligueurs qui ont été, par exemple de Châteauroux, qui ont été accueillis par Toulouse pour assister à une séance collective de la LDH en résidence. Et donc c'est quelque chose de très important. Alors, nous allons passer maintenant, je vais donner la parole à Lucie Samad pour l'exemple des concours de plaidoirie qui sont en train de se développer sur le territoire. Alors, c'est vrai qu'au départ, ce concours de plaidoirie avait été initié par André Lucas, le délégué régional de Normandie. Ils avaient pris l'exemple des concours de plaidoirie organisés par le mémorial de Caen. Et maintenant, c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Et donc, encore une fois, c'est pas... je donne la parole à Lucie, c'est un exemple pour vous dire qu'il est possible de se lancer et je donne la parole à Lucie. Alors, vous voyez qu'à côté d'elle, il y a un jeune homme,
Florian Dumoulin, qui prendra la parole après, qui est aussi, lui, le témoignage vivant des concours de plaidoirie, puisqu'il a été lauréat du premier concours de plaidoirie organisé par la section de Compiègne-Noyon en 2017, et il a accepté de nous dire un petit mot. Alors, bonjour. Nous, on nous a demandé, comme l'a dit Martine, de témoigner de notre expérience sur Compiègne et Noyon. Notre section, elle est un petit peu particulière, elle travaille sur 2 villes. On a lancé le projet, nous, il y a maintenant 3 ans. Comme tu l'as dit, Martine, on avait vu la petite vidéo réalisée par la LDH d'Avranches et les plaidoiries qui étaient faites au lycée du Littré. Et tout de suite, ça nous a vraiment interpellés. Et nous, jeune section, puisqu'on a à peine 5 ans, on avait voulu vraiment acter nos actions sur les interventions en milieu scolaire, et on s'était dit qu'avec cette formule de plaidoirie, donc c'est un travail qui repose sur de l'éloquence, donc sur de l'oral, ça nous semblait assez pertinent et intéressant à développer avec des lycéens. Donc du coup, on a lancé l'expérience il y a 3 ans au lycée de Noyon. Donc très rapidement, on a réussi à mobiliser beaucoup d'enseignants et de professeurs. Donc dès la première année, on avait une douzaine de classes qui ont participé au projet. Juste pour faire à peu près, pour vous expliquer, 12 classes, ça représente un peu plus de 300 lycéens, donc ce qui est quand même assez énorme. Concrètement, le projet, il se présente comme ça. Nous, la LDH, comme aussi pour la LDH en résidence, on intervient toujours en binôme. L'idéal, c'est d'intervenir dès septembre, donc ça implique quand même de rencontrer le corps professoral dans l'idéal en juin de la rentrée précédente pour échanger avec eux et fixer un petit peu les modalités de ce concours et préciser ce qu'on entend par plaidoirie, parce que c'est pas forcément clair au début, aussi bien par les professeurs que par les élèves. Donc après, quand voilà, on a formalisé ça par des réunions, on intervient en septembre dans chaque classe, en binôme. Donc ça prend aussi un petit peu de temps quand même. On parle de la LDH, on explique les combats passés et les combats actuels, et on fait un petit peu un état des droits de l'homme en France avec les jeunes. On les pousse un peu au débat et on leur demande si, à leur avis, les droits de l'homme sont plus ou moins bien respectés, aussi bien dans le monde que dans notre pays. Est-ce qu'il y a des droits qui sont peut-être acquis ou pas? Est-ce qu'il y a des droits pour lesquels encore il faut se battre, se révolter, s'indigner? Et du coup, on fait une sorte un peu de mise en état des droits de l'homme actuellement, et on leur demande, seuls, en groupe de 2 ou de 3 maximum, dans chaque classe, de choisir un droit de l'homme qui les touche particulièrement. Et donc, en groupe ou seul, comme je l'ai dit, ils vont choisir un droit de l'homme à défendre. On a vraiment beaucoup de sujets divers et variés, par exemple l'homophobie, le sexisme, le harcèlement de rue, le droit d'asile, les personnes atteintes de surdité, le handicap de manière générale. Enfin voilà, nous on ne brime pas les élèves, on leur laisse le choix tant qu'on reste dans la thématique des droits de l'homme. Donc après, une fois qu'on est venu présenter le projet, ils travaillent. Donc en général, nous, on s'engage avec des professeurs qui ont le cours d'EMC, engagement moral et civique. Et c'est un projet qui va durer quasiment toute l'année, où ils vont travailler 1 heure tous les 15 jours. Alors c'est pas énormissime, hein. Il faut qu'ils travaillent aussi un peu à côté. Et nous, on va les suivre à différentes étapes du projet. On va revenir en classe pour les aider s'il y a une difficulté à trouver un sujet, si le sujet, on estime que nous, il est trop large, parce que dans les critères d'évaluation, on leur demande une plaidoirie de 6 à 8 minutes maximum, donc ça peut être très long pour certains jeunes. Donc on vient aussi un peu leur expliquer ce qu'on entend, nous, par une plaidoirie. Alors ça, c'est un peu à la sensibilité de chacun, ça demande de base au moins de l'éloquence, mais aussi du fond, et pourquoi pas certains qui font des mises en scène. Donc ça, c'est un petit peu à définir dans chaque section. Nous, on est plutôt fans de ce genre de procédé. Après, voilà, ça se discute, et je pense qu'il faut fixer des règles dans chaque section, ou après au niveau régional si le projet se développe à ce stade.
On peut revenir aussi, on l'a fait dans certaines classes avec des avocats, parce que du coup c'est assez pertinent, et puis on apporte l'expertise juridique, il peut apporter du fond parce que vu qu'on leur demande aussi de travailler sur ces points-là, des articles de loi, tout ce qui est jurisprudence, c'est important aussi. Donc l'avocat donne des conseils, mais il donne aussi des conseils, ce qui est le plus demandé par les jeunes, sur l'art oratoire en fait, sur l'éloquence, sur la façon de s'exprimer, de se mouvoir et de prendre l'espace, parce que, j'en parlerai après, ils vont plaider sur une scène assez grande. Le déroulé se poursuit jusqu'en mars-avril à peu près, avec des passages qu'on appelle, nous, les quarts ou les demi-finales, où chaque groupe passe devant ses camarades de classe. Et c'est pour ça que c'est un projet vraiment participatif au niveau de la classe, et ça crée une unité. Je pense que Florian en parlera très bien après. C'est la classe qui va choisir la plaidoirie qui va représenter la classe. Le but, c'est d'en faire une finale locale. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, donc chaque classe va choisir la meilleure plaidoirie. Et ce sera le lauréat de la classe qui sera représentant à une finale qu'on appelle la finale locale, et que nous, on fait à l'extérieur du lycée. Donc ça peut être dans un théâtre, dans un espace socioculturel, peu importe. On essaie d'avoir un espace assez prestigieux, avec une capacité de plus de 400 personnes dans l'idéal, puisque, alors des fois c'est un petit peu le combat, mais on essaye de banaliser l'après-midi de la finale pour tous les élèves qui ont participé, donc soit les plus de 300 lycéens qui sont présents. Alors nous, on a un théâtre, qui sont présents au théâtre pour soutenir le lauréat de leur classe et créer vraiment une dynamique aussi qui mobilise les lycéens jusqu'à la fin du processus. Nous, cette année, la finale était au mois de mai. Et du coup, on invite un jury qui va, on reste dans le cadre d'un concours quand même, un jury qui va départager les 11 ou 12 plaidoiries et qui va élire un top 3 avec un prix spécial. Ça, c'est un peu la liberté aussi du jury. Dans le jury, on a en général le maire de la ville, le défenseur des droits locaux ou un représentant national, des personnes issues du monde juridique, un avocat, un juge, un représentant de l'ordre des bâtonniers. On a toujours quelqu'un de la LDH. Françoise Dumont est venue à plusieurs reprises. Malik est venu à la finale régionale cette année. Martine aussi était présente sur plusieurs finales. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant pour les jeunes, déjà rien que la composition du jury avec des personnalités locales mais aussi nationales. Ce projet pour nous, il est important, il se développe. Il faut savoir qu'une fois qu'on a réussi à l'implanter, ce qui peut être un petit peu le plus difficile, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de réussir à instaurer un projet dans le corps professoral, mais une fois qu'on l'a instauré, il devient vraiment pérenne. Ça fait 3 ans à Noyon et c'est 3 années consécutives. On vient de l'étendre cette année à Compiègne, et avec le délégué régional des Hauts-de-France, Alain Ventroy, on en a fait aussi une première finale régionale cette année. Je pense c'est un projet qui a de beaux jours devant lui. Il est vraiment important à développer pour plusieurs points. Les points positifs du projet, même si on a envie de retenir que les points positifs, c'est qu'il permet aux jeunes vraiment de travailler sur le fond, puisque je vous dis en gros c'est de septembre à avril, début mai à peu près, qui travaillent sur le fond d'un droit de l'homme, aussi la mise en scène et la forme, mais avant tout quand même le fond, et pas seulement leurs droits. Ça veut dire que quand en classe les autres passent, ils écoutent aussi les autres plaidoiries, et c'est-à-dire qu'ils entendent aussi un petit peu la défense de divers droits en classe. On a à peu près une dizaine de groupes par classe, donc c'est vraiment pas négligeable, et c'est très rare qu'on se retrouve avec 2 ou 3 sujets similaires. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Après, l'impact positif de ce projet, qui est des fois visible encore plus par les professeurs que nous, c'est que ça permet vraiment de développer un sentiment citoyen chez les jeunes, mais pas que. Des jeunes qui pourraient être en échec scolaire ou en décrochage peuvent se révéler par cet exercice qui est un petit peu différent de ce qui se passe habituellement au lycée. Là, on vient les solliciter, on vient les mobiliser, on leur demande leur avis, on leur demande leur opinion. On les écoute, on les entend, on les aide, on les soutient, on les valorise. Donc c'est vrai que pour ça c'est important, et les professeurs
ça leur fait aussi du bien parce que des fois, il y a un sentiment d'échec, d'abandon par rapport à certains jeunes dont on ne voit pas forcément une possibilité de progression. Et ce projet permet de voir l'élève d'une manière différente. Pour l'élève, ça permet aussi de voir son professeur aussi des fois d'une manière différente. Et depuis 2 ans, on constate aussi que sur des élèves aussi qui pourraient être très sérieux, bons scolairement, mais un peu timides, ils peuvent se révéler aussi parce que du coup, là, on leur demande de passer outre leur timidité et de mettre la cause qu'ils défendent en priorité. Donc même pour des élèves qui auraient des difficultés à s'exprimer à l'oral, ça permet vraiment de les valoriser aussi sur ce point. Après, peut-être le petit point négatif, même si c'est pas la priorité du projet, c'est pas la priorité des arguments qu'on retiendra. C'est vrai que c'est un projet qui prend aussi beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'avant de vous engager dans ce projet, il faut être sûr d'être en capacité de le suivre. Ça demande de faire des dossiers de subvention, pas toujours évident. Ça demande une recherche de partenaires, une recherche de salles, une recherche de lots, de contacter les médias pour en faire aussi une communication que ce projet mérite. Et donc voilà, moi j'ai pas calculé les heures, mais je pourrais le faire parce qu'on a noté toutes nos interventions, mais c'est vrai que ça compte pas mal d'heures. Et que... Pardon ? Non, ok, d'accord. Et du coup, c'est vrai que ça mérite... Je pense que la Ligue s'empare vraiment de ce projet et le développe au niveau national, mais ils mettent aussi des moyens humains, mais aussi financiers. Alors, il faudra qu'on en parle. On est intéressé au niveau, nous, de la région aussi, de le développer au niveau des Hauts-de-France. Je sais nous, on est déjà mobilisés pour d'autres lycées. Ça va être peut-être compliqué à suivre humainement. On n'est que des bénévoles, on le rappelle, et on le rappelle aussi aux professeurs qui, des fois, ont un peu tendance à l'oublier. Mais voilà, c'est un magnifique projet, on ne regrette pas d'y participer et on continuera de le faire, même voilà, si on va peut-être devoir se limiter, mais en tout cas on continuera et j'espère que d'autres sections seront intéressées pour le développer parce qu'il mérite vraiment qu'on le développe. J'ai envie de conclure en disant que c'est un beau projet qui en fait donne la parole à des lycéens et j'ai envie de dire qu'ils font du coup un petit peu notre boulot, parce qu'ils font du plaidoyer des droits de l'homme et sans nous vexer, ils sont un petit peu plus écoutés que nous. C'est-à-dire que quand le maire écoute un lycéen, il est impressionné et voilà. Notre discours à nous, des fois, est un petit peu moins audible. Donc, c'est tout bénef de donner la parole aux jeunes parce que voilà, ils abordent vraiment une palette aussi large que les droits que défend la Ligue des droits de l'homme. Voilà, merci. Attends. Merci Lucie. On va peut-être maintenant donner la parole à Florian. Hein? Voilà. Bonjour à tous. Permettez-moi de commencer cette intervention en vous montrant quelque chose. Alors cette feuille, c'est une feuille A5. Elle n'a rien de très particulier, la majorité d'entre vous ne doit même pas savoir ce que c'est parce que c'est écrit en beaucoup trop petit. Pourtant, ce bout de papier, ça représente un an de travail, ça représente un événement très important dans ma vie, d'il y a 2 ans. Ce bout de papier, c'est le diplôme que j'ai obtenu il y a 2 ans, quand j'ai gagné le concours de plaidoirie avec un camarade, à qui je rends hommage aujourd'hui du Nord où il est, qui s'appelle Clément Duez. Ce diplôme, ça a été une aventure. Parce que Noyon, c'est une ville au milieu des champs, dans le cœur de la Picardie. C'est un lycée rural où dans nos villes, quand le Front National fait 40%, ça ne choque personne parce que c'est normal. C'est un lycée où il n'y a pas de parti politique, pas de syndicat, où quand on veut s'exprimer, on nous dit que l'école républicaine doit être neutre. Alors, quand en terminale, il y a eu ce concours qui est arrivé et que la dame de la Ligue des droits de l'homme nous a demandé qui ici connaît la Ligue des droits de l'homme, personne n'a répondu. Personne ne savait ce que c'était la Ligue des droits de l'homme. Tout le monde savait l'affaire Dreyfus, mais personne connaissait la LDH. Même pourtant, il y avait une prépa Sciences Po, dont je faisais partie.
Et on ne savait pas ce que c'était la Ligue des droits de l'homme. J'ai reposé la question il n'y a pas longtemps, pour une occasion diverse, où j'ai dit, vous savez, la Ligue des droits de l'homme, tout le monde dans une classe de première connaissait la Ligue des droits de l'homme après 3 ans de travail. Alors, on m'a demandé de témoigner de mon aventure il y a 2 ans. Alors, je suis seul à parler, mais sachez qu'on était 2. Sachez que c'est une aventure qui se fait avec 12 classes. Et vous allez comprendre que ce n'est pas un concours où à la fin, le plus important, c'est le vainqueur, mais j'y reviendrai. Le contexte, on était en septembre 2016, dans un contexte où il y a eu Charlie, où on a fait les minutes de silence, mais que je me suis retrouvé un peu impuissant. Je ne savais pas quoi faire quand il y a eu Charlie Hebdo. J'ai été choqué, comme énormément de mes camarades, notamment par des camarades aussi qui ne voulaient pas faire Charlie Hebdo. Et on n'a rien pu faire. Au final, on ne nous a pas vraiment écoutés, on est passé à autre chose, on a eu ce sentiment. Et puis en novembre, il y a eu les attentats du 13 novembre. Donc, ça a été marquant dans notre lycée, par la proximité avec Paris. Et du coup, on s'est vite rendu compte qu'il y avait bien un problème dans un contexte d'état d'urgence, c'est qu'on nous écoutait pas. On nous écoutait pas à l'école, mais on nous écoutait plus dans la société. Que ça dérange quand on dit quelque chose qui est différent de la doxa. Alors, on a voulu défendre la liberté d'expression dans un contexte post-attentat. Ça a été long, ça a été compliqué, parce que notamment on évoquait des choses, on a appris beaucoup de choses, notamment sur les journalistes, parce qu'on l'a fait pendant la campagne 2017, où il y avait des personnes qui parlaient des journalistes comme ceux qui déportaient à Auschwitz. Quand on a 17 ans, on apprend beaucoup du coup sur notre société grâce à ce concours, et on l'a développé, on a fait tout ça avec notre classe. On a écrit un discours, on a fait une mise en scène. Au début, c'était juste un concours qu'on devait gagner, et en fait, ça s'est vraiment transformé en aventure humaine, et je pèse mes mots. Ça s'est transformé en aventure humaine parce qu'en fait, on voulait juste défendre notre droit. On avait découvert énormément de choses, on savait que nos camarades, eux, ils ne connaissaient pas tout ça, et en fait, la priorité, c'était vraiment de transmettre ça. Alors, on a eu la chance d'aller jusqu'en finale, de passer les sélections, et de se retrouver devant une salle de 400 personnes. Alors, on ne se rend pas compte, mais quand on est dans un lycée rural, se retrouver devant 400 personnes, c'est quand même très impressionnant. C'était la première fois de ma vie, clairement, que je parlais devant autant de monde. Mais surtout, on n'était pas 2 sur scène, mais on était toute une classe. On était toute une classe parce qu'ils nous avaient choisis. Ils ne nous avaient pas choisis parce qu'on était telle ou telle personne, ils nous avaient choisis parce qu'on défendait un droit. Et ça, c'est beau. Imaginez dans un lycée où on ne parle pas de politique, où on ne parle pas de droit, où la Ligue des droits de l'homme n'était pas connue, que là, il y a tout un lycée qui se mobilise et qui soutient un plaidoyer sur la liberté d'expression. Et à 17 ans, là, on a calculé l'importance de ce qu'on faisait. Et c'était émouvant, je m'en souviens très très bien, parce que j'ai bégayé notamment sur scène à un moment donné, parce que j'en perdais mes mots. Parce que quand on est devant 400 personnes et qu'on défend son droit, ça fait 1 an, c'est 1 an de travail. Et qu'à la fin, il y a toute notre classe qui se lève, qui applaudit. Et qui applaudit parce que c'est son droit, parce qu'elle se l'est accaparé. Que quand on va dans les loges, tout le monde se soutient. Qu'il y en a qui ne veulent pas y aller parce qu'ils sont trop stressés. Mais que tout le monde est là pour dire « défends ton droit ». N'y va pas pour gagner, défends ton droit. Parce que tu t'es battu pendant 1 an. On a 17 ans, 16 ans, 15 ans. Des personnes qui, je le rappelle, ne sont pas politisées. Et ils disent ça. Et ça, c'est grâce au travail des ligueurs. C'est grâce au travail des élèves qui s'y investissent. Alors, on a gagné la finale. C'était bien, mais c'était pas le plus important. Parce que le plus important, c'est qu'en fait, ce jour-là, on était tous heureux. En fait, il n'y avait pas de vainqueur, il n'y avait pas de défaite. C'était vraiment c'était collégial. Et on avait surtout partagé quelque chose, on avait ce sentiment. Et ça, et peut-être que je ne le calculais pas à l'époque, ça allait avoir des conséquences sur tout ce que j'allais faire ensuite. Il faut savoir que là, Lucie vous a très bien expliqué ce que c'est les concours de plaidoirie. Elle vous a expliqué du coup comment le faire, etc. Mais en fait, il faut savoir que
quand vous faites ça, ça va beaucoup plus loin qu'un simple concours. Ensuite, j'ai compris, j'ai donné un sens à ce que je voulais faire plus tard. Je voulais faire l'école Sciences Po. Pourquoi? Pas parce que c'est une grande école, parce que je voulais être au service des gens. Je voulais faire ça. Je voulais partager mes idées, essayer de convaincre, débattre. C'est ça que je voulais faire. Et j'étais pas le seul. Il y en a beaucoup, la personne que j'étais avec moi a aussi continué. Aujourd'hui, il veut être journaliste. Il ne voulait pas l'être avant. Ça a fait des convictions. Alors, j'ai aussi acquis de l'éloquence, de l'aisance, comme beaucoup de mes camarades. Et c'est aussi pour ça que du coup, je suis rentré dans le championnat de France d'éloquence cette année, qu'on est allé jusqu'en finale, où on a été jugé notamment par monsieur Tartakovsky. Bon, on n'a pas gagné. Mais vu qu'on était obligé de défendre la peine de mort, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, je suis rentré à Sciences Po et je me suis dit que je ne rentrais pas que dans une école pour juste travailler, faire mes cours et rentrer chez moi. J'ai voulu m'engager parce que ce concours, ça a été fait par des bénévoles qui justement font ça pour nous sensibiliser. Donc j'ai rejoint la Ligue avec cet esprit. Sachez que vous applaudissez parce que je l'ai rejoint, mais surtout quand vous applaudissez là, vous applaudissez tout le travail d'une section. C'est toute une section qui a travaillé pour en arriver là. Alors, j'ai rejoint la Ligue des droits de l'homme justement pour passer ce flambeau, pour aider à la préparation, pour aller de l'autre côté aussi, parce que du coup j'ai été juré. Qu'est-ce que c'est compliqué de juger. Et je me suis engagé aussi en politique pour être là au niveau de mes concitoyens, parce que justement je voulais faire du terrain. Je me suis intéressé aux jeunes, parce que justement la Ligue des droits de l'homme avait transmis ça, s'intéresser au local, s'intéresser aux jeunes, au terrain, à ceux qu'on n'écoute pas, aux oubliés de la République, c'est eux, ceux qui ont des convictions mais on n'entend pas leur voix. La Ligue des droits de l'homme, c'est ce qu'elle fait et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui à travers plusieurs choses. Et c'est vraiment grâce à ce concours. Et ça, c'est 2 ans après, pour vous montrer les conséquences que ça a, ce concours. Et je ne suis pas le seul. J'en aurais plein des exemples, mais j'aurais pas le temps de tout vous dire. Mais il y a plein de personnes qui continuent. Je ne suis pas le seul de cette année-là à avoir rejoint la Ligue des droits de l'homme. On est plusieurs qui, notamment là, avons rejoint cette année, 2 ans après le concours. Et pourquoi ils l'ont rejoint? Parce qu'il y avait eu ce concours et parce que du coup, là, ils avaient le temps de le faire. Donc c'est aussi permettre le rajeunissement de nos sections qu'on a cruellement besoin. Et enfin, ça a été aussi des rencontres parce que cette journée-là, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai rencontré ceux avec qui je travaille aujourd'hui sur le terrain. Je me suis fait des amis, notamment à côté de moi. Je me suis fait des amis ligueurs, des amis du local, du terrain, des personnes que j'avais jamais rencontrées, qui sont très intéressants parce que ces concours, ça rassemble tous les horizons. Ça rassemble ceux qui au départ n'avaient pas des idées de la Ligue des droits de l'homme, puis au final ils ont été convaincus parce que justement ils n'en avaient jamais débattu en fait. Donc là ils les ont, et aussi ceux qui les avaient. Et là il y a une émanation du coup d'idées. Il y a un débat au sein même des personnes, au sein même du public. C'est vraiment très vivant. Il faut savoir que les classes crient, acclament, enfin c'est vraiment quelque chose. Il faut le vivre et je vous incite du coup à le faire pour le vivre parce que vraiment c'est impressionnant de voir ça de jeunes lycéens. Alors, je finirai par dire en fait un merci. Un merci à chacun d'entre vous et vraiment là je vais peser mes mots. C'est vraiment une énorme fierté d'être devant vous, d'être au Congrès national de la Ligue des droits de l'homme. Peut-être pour certains d'entre vous c'est normal de venir ici. Pour moi je suis Picard, du fin fond de ma campagne, et être là devant vous, vous dire merci à chacun d'entre vous, autant vous, Monsieur le Président, que Madame la Présidente, que vous, Martine, que chacun d'entre vous qui faites vivre cette association, parce que en faisant vivre cette association, vous permettez notamment ça, vous permettez des concours comme ça, vous permettez que des jeunes s'élèvent, que des jeunes comprennent, et ça c'est
un merci, c'est juste un merci. Alors, merci pour ce concours, merci pour ce que vous faites, merci pour les jeunes, merci pour la Ligue des droits de l'homme et surtout, parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment, merci pour la démocratie.